Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, le premier numéro de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler du social. Parce que on aime bien parler politique, mais aujourd'hui, on va parler social. Comment on peut faire pour faire consommer aux Congolais produits na bango moko? Est-ce que c'est difficile d'y arriver? Comment les autres pays ont fait? Pour na balia ndunda na bango, mbala na bango, musumi na bango, miliki na bango, comment on peut arriver à le faire? Est-ce que dans nos pays voisins, il y en a des pays qui ont déjà essayé de le faire? Et aussi, pourquoi nous, les entrepreneurs congolais, Balungwara Congo, qui ont évolué Libanda? Le même Congolais qui était ici, avec $6,000, aujourd'hui 20 ans plus tard, a évolué Penzate, a peut-être 6,000 ou même à quoi même. Mais le même Congolais, là, soit Bimika na Congo, a $6,000, on a Kelibanda, avec beaucoup de sacrifices, beaucoup d'intelligence. 10 ans plus tard, on dit qu'il a émergé. Alors, le problème, il est où? Le système dans lequel on évolue, je reçois quelqu'un qui fait la fierté de notre pays à l'extérieur du pays. C'est des Congolais qui ont réussi l'Ibanda, sans voler, bien sûr, sans tremper dans des bêtises. Mais quand même, ils ont réussi. Et il a la fierté pour Nabicho. Son nom, c'est Monsieur Boni Banseka. Il est entrepreneur dans le secteur agroalimentaire, mais aussi transporteur. Il y a avion, hein, donc il fait dans ses commerces ligne et tout le reste. On va parler avec lui, on va expliquer comment ça se passe. Et on va finalement continuer notre débat. Monsieur Banseka, comment allez-vous? Je me porte bien, vous? Moi, ça va, ça me plaît d'être là aujourd'hui avec vous. D'abord, la question, c'est de savoir, vous évoluez en Zambie. Mais au Longwe Congo, quand exactement? C'était en 2004, quand on a remarqué qu'on entrait dans le déclin de notre économie. C'est ainsi que nous sommes décidés de quitter. En 2004, déjà, tu avais vu que ça ne marchait plus et qu'il n'y avait plus d'espoir, pas de perspective. Ok. Et comment a été la première année, par exemple, en Zambie? Est-ce que c'était le premier pays au Kenya Mogoto? Tu as pris un peu de temps ailleurs, tu as tenté par-ci, par-là? C'était mon premier pays, mais j'avais transité d'abord la Zambie pour aller au niveau de la Tanzanie. Ah, d'accord. Et de là, je suis allé découvrir un autre business, l'achat des sacs vides, et je les amène au niveau du Katanga. Et j'ai fait seulement une seule course. Après, on m'a dit de ne plus le faire. Pourquoi? Parce que ça ne promettait pas, parce que les sacs, on les utilise selon la saison. Lorsque vous tendez vers la fin de la saison, bien vous arrêter et faire autre chose. Quand je suis rentré maintenant, on m'a dit, si tu veux amener bien les sacs vides, ici au Congo, il faut amener les 50 kilos qu'on utilise pour mettre les hétérogénites. Ce sont les qu'on utilise dans des mines, hein, au niveau du Katanga. Alors, si tu n'arrives pas à amener ça, tu vas faire une perte. C'est ainsi que je me suis décidé que j'entre d'abord en Zambie. Je rentre en Zambie, je me décide d'aller au niveau de la Tanzanie. De la Tanzanie, on m'a dit que non, tu peux amener les mêmes sacs, mais en Zambie, tu vas faire une bonne affaire. J'ai fait la première course, ça m'avait donné $500 pour moi, c'était vraiment une bonne affaire. Et je suis resté en Zambie jusqu'à présent. Ah, donc vous êtes resté en Zambie parce que vous avez été attiré par les conditions, par les climats, on va dire les climats des affaires là-bas. Est-ce que vous... Alors, entre la Tanzanie et la Zambie, quelle comparaison faites-vous en termes de climat d'affaires?
c'est vraiment très bien. Lorsque, dans le monde des transports d'abord, tous les camions qui viennent de la Tanzanie, c'est-à-dire pour entrer en Zambie, donc il n'y a pas de problème. Le même jour, vous entrez. Vous comprenez? C'est différent avec le Congo. Donc, vous pouvez arriver au niveau de Kasumbalesa, c'est faire même 1 mois. 1 mois? Seulement pour la oui, pour la déclaration seulement. Maintenant, du côté de la Tanzanie, lorsque vous êtes entre la Tanzanie et la Zambie, tu peux te réveiller le matin, tu es du côté Zambie, tu traverses avec ton véhicule à n'importe quel moment, 24 heures sur 24 heures. Vous comprenez un peu ça? L'État ferme l'œil gauche et ouvre l'œil droit. C'est pour permettre aux gens de pouvoir être un peu libres et faire des petites. Mais chez nous, au Congo, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça le même jour. Ce n'est pas possible. Mais traverser avec la voiture. Oui. Tu vas traverser, mais la tracasserie que tu vas endurer, ça va te poser beaucoup de problèmes. Je voudrais d'abord que expliquer, Busson, vous allez mettre le téléphone sous silencieux, M. Boni, c'est important. Mais M. Boni, dites-nous d'abord, entre-temps. Tant que tu as tracasserie, je veux que tout le monde a lingala. Qu'est-ce qu'on entend par tracasserie? Parce qu'il y a au moins, ou vivre en Congo, ou vivre en Tanzanie, ou vivre en Zambie. C'est quoi tracasserie? Oh, et puis exactement, c'est quoi? Il a consulté Ningini. Tracasserie, oyo, les Arana Congo, je dois parler du vécu. Ok. Ouais, on va comprendre. Exactement. Neti, série oyo, batwazako lela awa, qu'il y a pénurie, par exemple, de produits de première nécessité. J'ai parlé devant les chefs de l'État, je l'ai prévenu, je crois, 1 année avant. Je dis que non, nous avions reçu de mauvaises pluies sur l'espace Katanga et toute la région de Sadek. Alors, nous allons vivre une crise très forte en denrées alimentaires. Okay. Après lui avoir dit, je lui ai recommandé de négocier avec son homologue zambien pour faciliter nos produits de transiter sur son sol sans problème. Parce qu'ils avaient aussi mis un peu des préalables pour traverser. Et c'était vraiment bien passé. On a commencé à les prendre, soit au niveau de l'Afrique Sud, la Tanzanie, et ravitailler le Congo au travers de Kasumbalesa. Mais vous pouvez quitter partout là-bas, bien. Lorsque vous arrivez au niveau de Kasumbalesa, un produit qui est en manque, et on vous retient là-bas même 2 semaines, vous êtes là à la frontière. C'est pas vrai. Moi, c'est du vécu. Donc, ça dit que le produit au bino boza nangote dans Bokarabino. Boza nangote. Mais bakangi bino sunanzela, en vous demandant l'argent, par exemple? Non, et on vous dit, on verrouille quand même les systèmes. Vous voyez, la déclaration au niveau du Congo, ce n'est pas bien. Vous comprenez? Lorsque j'ai un produit au niveau de la Zambie, ou je vais faire entrer un produit en Zambie, je m'adresse seulement à un déclarant, il fait l'entrée dans le système douanier et c'est fini. Le jour qui suit, mon tract doit passer. Vous comprenez? Maintenant, du côté Congo, il y a plusieurs services autour de la déclaration. Nous avons l'OFIDA, nous avons l'OCC et d'autres petits services. Vous comprenez? Mais chez eux, il y a un seul service. Un seul service. À part les services qui contrôlent la qualité des produits que vous importez. Et eux aussi, ce n'est pas un obstacle. Lorsque vous terminez avec la douane, vous payez la SCUDA. C'est directement vous entrez. C'est automatique. Mais pourquoi chez nous, on ne le fait pas? Non, c'est parce que je m'imagine, hein, c'est un nombre pléthorique de gens au niveau de la frontière. Ouais. Chacun veut se faire sentir qu'il est là, il est aussi chef. Vous comprenez? Alors, à cause de ça, il y a maintenant... Est-ce que vous pensez que c'est aussi une raison, comme on dit, les politiciens veulent caser leurs petits, leurs militants, on les place par-ci, on les place par-là, et donc pour un seul poste, il y a 3-4 personnes qui doivent faire la même chose? Là, je peux confirmer. Parce que moi, j'étais victime une fois. Vous voyez, la Zambie a toujours régulé. Lorsqu'elle sent qu'ils sont en manque de produits alimentaires, lorsqu'ils sentent que non, le mois prochain, nous aurons les problèmes, peut-être que nous allons connaître aussi une pénurie, ils ferment leurs frontières. C'est automatique, ils font ce qu'on appelle le protectionnisme. Ils le font souvent. Maintenant, quand ils le font, nous aussi, en tant qu'opérateur économique, nous cherchons à tout prix de contourner ça même un peu pour ravitailler notre pays. Vous arrivez au niveau de Kasumbalesa, peut-être vous avez, au lieu de charger 30 tonnes, vous avez chargé peut-être 50 tonnes. Vous arrivez là-bas, la tracasserie commence du côté Congo. Vous comprenez? On vous dit que non, monsieur, la famille que vous avez pris, beaucoup de choses autour.
Et après, pour finir, tu consommes plus de temps là-bas à la frontière oui. au lieu de ravitailler les vôtres. Entre-temps, la pénurie est constatée maintenant. Les gens... Chez nous, en Zambie, si on dit que ce produit est exonéré, tu ne dois pas écrire. On doit seulement notifier les services compétents dans des postes frontaliers. C'est fini. Moi, je ne dois pas aller appeler le ministre, commencer à lui écrire. Pourquoi? Mais ici, chez nous, il faut écrire. Il faut écrire. On vous dit qu'il faut obtenir quoi, les documents par individu. Ce qui n'est pas bien. Par exemple, on peut vous dire que non, l'exonération, c'est telle personne qui en a. Ça n'a pas de sens. Pourtant, il faut... c'est un truc qui devait se passer en termes de système. Oui. Si on dit, par exemple, que tel produit est exonéré, ça ne sert à rien de pousser des gens à obtenir leur exonération écrite. Donc, il faut que ça puisse être seulement comme ça, on exécute pour tout le monde. Mais est-ce que ça ne sera pas un problème pour remarquer, pour constater? Parce qu'il y a des gens, quand on dit par exemple que Tozo exonéré, prenons le cas par exemple Massangu, mais on a comme l'impression, il y en a mis tout comme Massangu, tout le monde peut dire ça, on a que, oh, on a qu'à Massangu, et on croit. Est-ce qu'il ne faudrait pas demander qu'on ouvre un peu pour regarder? Non, par exemple, vous dites que non, les maïs, à cause des pénuries, c'est exonéré. Mais ça n'empêche le système de contrôle de pouvoir aller... Ah, d'accord. Donc, on peut bien contrôler. Ouais, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire passer les riz, faisant croire que c'est des maïs. Non, qu'on puisse mettre des scanners. Oui. Comme ça se passe sous d'autres ciels. Là, il n'y a pas de scanner à Kasumbalé, ça? Ah non, on a déjà tué ça. Il y en avait... au niveau de Kasumbalé, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. Mais ça ne fonctionne plus. Mais comment ils font pour que ça ne fonctionne pas? Donc là, maintenant, comment les gens font pour savoir que tel produit est là, tel produit? Ils font souvent les contrôles physiques. À ce stade? Ils font les contrôles physiques et ils assistent au déchargement. Il y a des services qui suivent les gens quand ils déchargent. Mais ça prend beaucoup de temps? Ouais. Alors, revenons maintenant à agro, par exemple. Comment ça s'organise en Zambie, le système agroalimentaire? Comment ils font eux chez eux? Le système agroalimentaire en Zambie, d'ailleurs, l'agroalimentaire, dont nous appelons en Zambie, en anglais c'est agro-dealers. Agro-dealers, ce sont les gens qui font le commerce des grains, des produits tels que les maïs, les bleus, les riz, du riz aussi, les soya, ainsi de suite. Ce sont les gens qui font ça. Et ces gens-là sont considérés comme des banquiers dans les secteurs. Vous comprenez? Je peux envoyer les gens en brousse, ils achètent pour moi, ils les amènent, j'entrepose pour faire les enchères. Si je fais des enchères, j'identifie le marché, je vends. Si le moment est favorable, je vends. Vous voyez? Mais pour aussi arriver à ça, il y a d'autres personnes qui font ceci. Je prends mon argent, j'essaie un peu de donner aux villageois, de pouvoir cultiver, et je leur fais la suivi, et jusqu'à tel point que lorsque ça va sortir, je récolte, on fait des calculs, je récupère mon argent, mais en nature. Vous comprenez? Ah, d'accord. Ok. Ça veut dire que, par exemple, vous donnez à 25 éleveurs, je sais pas, non, pardon, cultivateurs. Et eux, ils vont vous rapporter des sacs de maïs. Ouais, on fait comme ça. Vous faites de la compensation. Et puis après? Et après, donc, après, c'est un système, hein. Vous savez, en Zambie, la manière dont c'est organisé, l'agriculture est organisée, c'est un peu exceptionnel. C'est la même organisation au niveau de la Tanzanie, au niveau de Zambie, Zimbabwe, Malawi, c'est presque la même chose. Mais chez nous, rien du tout. Non. Donc l'État est en train de subventionner les petits fermiers. Vous comprenez? On vous subventionne et on vous rachète votre production à la source. Vous comprenez? Expliquez-nous. Donc moi, l'État identifie des petits fermiers, bien sûr, regroupés dans des coopératives. On vous identifie, l'État vous vient en aide avec les intrants. Pour attirer un peu votre bonne volonté, on vous demande aussi de souscrire quelque chose. Et l'État va venir avec les intrants et vous donne, c'est-à-dire équivalent peut-être à 8 sacs d'engrais chimiques. Tu peux déclarer, dire que non, au lieu de me donner 8 sacs d'engrais chimiques, donnez-moi 5 et les autres, donnez-moi d'autres choses que je puisse utiliser dans mon package. Ah, d'accord. Vous voyez un peu ça. Et maintenant, lorsque vous allez cultiver, l'État sera tout près de votre lieu de production pour vous acheter.
Vous entendez? Ah, donc l'État rachète encore? Oui, rachète, doit racheter. Donc, pour vous encourager, donc, au lieu que vous puissiez être buté des moyens de transport, tout, l'État vous achète à la source. Et l'État, lui, envoie ça dans des entrepôts. Vous comprenez? Il y a des entrepôts de transit et des entrepôts des lieux de consommation. Et en attendant, il va solliciter aussi les transporteurs que nous sommes. Vous comprenez? Donc, on lance par exemple l'appel d'offres pour des trajets quelconques. Et vous venez maintenant, vous dites que non, moi je peux rassurer les transports, moi je peux faire ça. Donc, c'est-à-dire, une seule activité, qui peut mais tout le monde bise. Oui. Tout le monde se retrouve. Une seule activité. Juste pour l'agro, mais vous avez les transporteurs qui rentrent dedans, les vendeurs, les acheteurs. Il y a aussi ceux-là qui préservent la qualité. Ils sont aussi là, ils écrivent à l'État. Nous sommes en anglais, nous disons, je peux faire les fumigations. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour préserver la qualité. Ils sont aussi, c'est aussi un autre département qui entre. Donc, dans les processus, il y a beaucoup de départements qui entrent. Alors, comment ils ont fait pour réussir ça? Ça a commencé depuis combien de temps? Ils ont fait beaucoup de temps pour ça? Non, c'est depuis très longtemps. C'est depuis très longtemps. C'est-à-dire, l'État accepte de perdre un peu et gagner dans l'avenir. Lorsque vous serez inondé, par exemple, les marchés avec la matière première, il y a les opportunités qui s'ouvrent, les entreprises de circonstances qui vont naître, les entreprises de fabrication de farines qui vont naître. Et si des entreprises de fabrication de farines de maïs, par exemple, qui naissent, et c'est aussi les entreprises de fabrication de produits, des aliments pour volailles et bétail. Elles vont aussi naître. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, à partir de l'agriculture, c'est-à-dire, l'État favorise la création de beaucoup d'entreprises au même moment. Donc, nous avons les entreprises de transport qui vont être sur des charges permanentes. Et il y a les entreprises d'entreposage. Vous comprenez? Les gens qui vont aussi construire des entrepôts où l'État va commencer à louer. Il y a ceux-là qui préservent la qualité, que l'État aussi va consulter pour conserver la qualité, même pour 5 ans. Vous comprenez? Au fait, au Congo, le problème au Congo, c'est un peu complexe. Souvent, les produits sortent des fermes directement vers les marchés. Ça crée la spéculation, ça décourage les producteurs à la source. Parce qu'il ne peut pas atteindre les seuils de rentabilité. Si quelqu'un n'atteint pas les seuils de rentabilité, c'est-à-dire, il va se décourager. Alors, parce que vous y connaissez dans la matière, j'ai une question directe. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire ça au Congo? Oui, j'en ai déjà proposé au chef d'État quand il était venu en Zambie pour la première fois. La deuxième fois, on l'avait eu, mais on n'avait pas causé. Qu'est-ce que vous lui avez dit en Zambie? Moi, je lui ai dit ceci. Qu'on puisse créer un système agricole qui consiste, chaque année, qu'on puisse identifier les fermiers qui s'adhèrent. Des petits fermiers, pas des fermiers commerciaux. C'est quoi la différence? Petits fermiers, c'est quoi? Les petits fermiers sont les débutants qu'on booste, qu'on donne le goût de faire. C'est comme si vous êtes devant les gens que vous devez donner les drogues. Vous comprenez? Quand les gens prennent le goût de consommer de la drogue, ils n'auront plus besoin de vous, même si vous êtes absent, ils vont toujours continuer à consommer. Exact, c'est l'addiction. Ah ouais. Vous voyez un peu ça. Donc, c'est ce que les gouvernements de ces pays-là sont tentés de faire. Donc, il faut identifier, vous dites les petits fermiers. Les petits fermiers. Qui ont combien de vaches ou combien de cochons? Nous, les petits fermiers, ce sont les gens sont les débutants qui peuvent commencer avec 1 hectare, par exemple. Vous leur donnez l'équivalent de 8 sacs d'engrais chimiques. Vous comprenez? Vous leur donnez que ça. Après, vous faites aussi les suivis. Vous faites un peu de suivi pour qu'ils ne puissent pas passer à côté. Parce que vous devez leur apporter l'information. S'il y a par exemple des pestes ravageurs qui passent par là, vous devez aussi leur apporter les médicaments pour essayer un peu mais c'est génial parce que si nous commençons avec votre procédure, votre idée d'identifier d'abord les petits fermiers ou les petits agriculteurs, mais M. Boni, on en a nombreux dans nos provinces. Ils sont des centaines et des centaines. Alors, après les avoir identifiés, vous avez dit qu'il faut les regrouper maintenant. D'accord. Comment ça se passe, le regroupement? Ici, en Zambie,
Il y a d'abord le chef du village qui rend les témoignages. Celui-là, non. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il peut utiliser à bon escient les intrants que vous lui donnez. Maintenant, lorsqu'ils sont regroupés maintenant le gouvernement envoie maintenant les engrais chimiques pour leur distribution. Gratuit. C'est subventionné. Ah, d'accord. C'est subventionné. C'est un programme annuel. Mais on ne peut pas vous subventionner pendant 3 ans de suite. Non. Après 3 ans, on stoppe. Vous n'êtes plus qualifié à prendre quelque chose d'État. On suppose que vous avez grandi. Oui, on suppose que vous avez grandi. Maintenant, on identifie maintenant d'autres personnes. Ah, d'accord. Donc, c'est chaque année qu'ils identifient des gens comme ça. Ouais. Parce qu'après, ça crée de l'émulation. Ouais. Quand j'ai vu que M. Bouni a fait ça marcher, quelqu'un d'autre va le faire aussi, on va l'encourager, quelqu'un d'autre. Ouais. Mais c'est très bien alors. Maintenant, actuellement, ils sont tentés maintenant de varier ça. Ils descendent au niveau des villages, on identifie les gens qui ont besoin d'entreprendre quelque chose. Alors, de votre prédilection. C'est vrai. Si vous voulez élever, l'État vous vient en aide. Au lieu de vous donner du cash, il vous achète ce dont vous avez besoin. Par exemple, ce sont des bétails, on vous donne. Attendez, M. Bouni. Ça veut dire, moi, je suis au village, j'ai toujours imaginé, par exemple, faire un élevage de poules. Ouais. L'État vient me donner des poules. Ouais. Et l'assistance, si par exemple il y a des maladies, quoi que ce soit, on met des vétérinaires là pour pouvoir vous suivre votre élevage. Ah, au Congo, ça va être compliqué? Mais c'est facile. C'est facile. De toutes les façons, moi j'ai toujours dit, Dieu pour créer l'homme, il a commencé par du sable. Il a donné la forme, il a mis ce qui était dedans. Vous comprenez? Il faut commencer quelque part. C'est dans les petites choses que vous trouvez les petits peuples. Si vous dites que nous avons construit un pont quelque part, quelqu'un qui est au niveau de Kanyamaka, ça va du changer en quoi? Et rien à voir. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à Kin, mais qui n'ont jamais pris le morceau de mouton. Ouais. À Kin, seulement ici, ça ne lui dit absolument rien, parce que toute sa vie, il est au fond là-bas, donc il n'a pas d'intérêt. Maintenant, s'il y a des projets, par exemple, maintenant, on parlait de surgelés, par exemple, dont les prix sont élevés. Non, on n'a pas encore terminé. Terminons d'abord la première phase. Alors, vous avez dit, d'abord, on identifie les fermiers, on les regroupe, d'accord? Après les avoir regroupés, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne les intrants. Oui. On leur donne l'information sur les semences à utiliser. OK. Donc, la formation. Oui, la formation. Si on dit que non, telle période, vous allez utiliser telle sorte d'engrais chimiques et de semences. Et si on voit que non, la pluie est peut-être abondante et d'autres ont eu un peu de temps, on dit que non, utiliser d'autres semences et ainsi de suite. On les encadre à tout moment. Oui, recyclage. Mais maintenant, il y a un autre élément. Maintenant, s'ils font leurs activités et que c'est florissant, par exemple, l'État fait quoi en ce moment-là? Qui vend le produit, qui distribue le produit, qui amène le produit dans tel endroit et surtout qui entrepose le produit pour qu'il ne se détériore pas et pour latter et bébater, comment l'État fait? Il y a ceci. Lorsque vous cultivez, vous terminez, vous n'êtes pas obligé de vendre à l'État. Vous n'êtes pas obligé. OK. Mais on propose seulement une solution devant votre porte. Vous pouvez vendre à l'État et attendre l'argent, on vous paye. Vous comprenez? Si vous êtes pressé, vous pouvez maintenant vous présenter auprès de nous, les agroalimentaires. Nous allons acheter là-bas et amener maintenant dans des grandes villes, vendre aux minoteries. Vous comprenez? C'est un tout petit peu ça. Ah, donc, soit vous faites avec l'État, soit vous faites avec les agros directement. Oui. Ok, maintenant, est-ce que l'État va demander à ces gens-là un peu d'argent après? Non. Vous avez déjà souscrit votre part. Par exemple, si les packages subventionnés peuvent coûter, par exemple, $500, on vous dit, vous payez seulement 50. Vous payez votre part et l'État vous donne des packages. Peut-être, ça peut être les engrais chimiques, des semences, peut-être d'autres produits liés à traiter. Et si quelqu'un n'arrive pas à s'en sortir, comment il fait? Au cours de la procédure. Là, on trouve que tu n'es pas sérieux parce que ça sera un petit montant que tu dois seulement payer, libérer. Si vous payez, l'État vous donne les packages. Ah, d'accord. Mais maintenant, est-ce que vous pensez qu'avec ça, on peut régler la question de la faim? Si. Est-ce qu'on peut régler la question de... Oui, la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'en Zambie, vous mangez sur Thompson, va surgeler? Ah, ça n'a pas d'impact dans les marchés. Ça n'a pas d'impact parce que nous avons ceux-là qui sont dans la pisciculture industrielle, par exemple. Ils injectent autant de tonnes dans les marchés.
Parmi les activités que l'État conseille aux gens de faire, c'est ça. Pourtant, nous, on a un lac poissonné, on a des fleuves poissonnés, on a des... Mais comment ça s'explique, Monsieur Boni, que Bisso, dans le Congo, Tolia Kabilo contre Libanda? Comment on peut... Maintenant l'autre fois, les gouvernements ont parlé d'importer, Bambi Simoro Utaranasu, qui n'a Dar es Salaam et tout, il va importer, mais ce qui a millions d'importations, mais pourquoi on ne le fait pas ici chez nous, la pisciculture industrielle aussi, comme j'en parle assez souvent? Je ne peux pas en tout condamner l'État. Je peux condamner aussi les amis, tout ça, les gens qui ont un peu de moyens, qui ne se donnent pas aux activités de fermage, par exemple. Je ne peux pas seulement condamner l'État. Quelqu'un qui a un capital de plus de 20 000 $ ne doit pas attendre l'État quand même. Oui. Si il connaît seulement que l'activité est bonne, tu ne peux pas attendre. Tu peux commencer petit à petit jusqu'à tel point que tu peux grandir. Donc nous avons commencé, ce n'était pas les moyens de l'État zambien qui nous avaient aidés. J'avais qu'un petit montant. Avec ça, j'ai commencé à envoyer. Moi, j'ai fait seulement l'agroalimentaire. J'envoyais les gens dans des... Jusqu'à présent, j'envoie les gens dans des brousses. Ils achètent, j'envoie les camions. On prend ça, on entrepose, on identifie les marchés, on vend, ou soit on fait des enchères. Et c'est ce qui a fait de vous millionnaire? Non, je ne suis pas... Vous allez me vendre. De toute façon, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Ok. Alors, maintenant ici, qu'est-ce qui explique que nous puissions manger les surgelés? Et comment faire pour arrêter ça et renverser la tendance? Pour moi, il faut que l'État puisse subventionner les gens qui sont dans la pisciculture et interpeller d'autres qui ne sont pas encore dans les domaines. Est-ce qu'il y en a encore? Mais ils sont là. Est-ce que nous avons des hommes dans la pisciculture? Quelles sont les informations qui passent sur les chaînes de télévision? C'est seulement la musique et autres. Ouais, c'est ça. Mais si vous allez par exemple sur l'espace zambien ou soit Zimbabwe, vous pouvez même vous endormir parce qu'il n'y aura que de l'agriculture à la télévision. Vous comprenez? Il faut que l'État, d'ailleurs, si l'État veut véhiculer les messages, il doit d'abord, il peut même acheter des espaces dans des chaînes qui sont beaucoup plus suivies, commencer à conseiller les gens à tout moment, envoyer même les gens du terrain, commencer à conseiller les gens, et les tenir des séminaires là-bas, jusqu'à tel point qu'ils vont donner le goût aux gens de pouvoir commencer à faire. Et c'est ce qui peut faire que nous ne puissions plus importer les poissons et autres choses? Si. La pisciculture peut aider. Quelqu'un qui est tenté de faire, par exemple, la porcherie, peut au même moment faire aussi la pisciculture. Parce que les excréments de cochons, c'est une matière première pour les aliments aussi, et destinée à nourrir les poissons. C'est vrai? Ouais. Ok. Même à l'état brut, vous pouvez seulement jeter là-bas et on va commencer à manger. Et vous ajoutez avec d'autres choses. Ah, mais alors, c'est qu'il faut le faire alors? Oui. Mais est-ce que ça coûte cher? Lorsque l'activité prend une dimension industrielle, ça demande un peu de moyens. Parce que là où vous devez avoir des motopompes, des machines qui vous aident à expulser de l'eau en cas de beaucoup de pluie, par exemple. Vous comprenez? Il doit y avoir des machines qui se déclenchent lorsqu'il y a beaucoup plus d'eau, pour essayer un peu de contenir le niveau d'eau. Ok. Vous comprenez? Alors, quand il y a plus d'eau, les poissons meurent? Non, ça peut couler. Ah, ça peut pas, ils peuvent partir? Oui. Oh, d'accord. Ouais. Tout ça sont des techniques qu'il faut apporter à la population, leur amener à une production industrielle. Parce que je sais qu'il y a des choses artisanales comme ça, où l'on essaie juste de creuser un trou, hein, parce que les boulots moroboué, bah tu maï, et puis tu ambis nakati et tout ça. Mais avec ça, vous ne pouvez pas espérer une production industrielle. Chez nous, là-bas, c'est d'ailleurs difficile. Ici, partout où nous déplaçons, nous trouvons quand même, il y a des ruisseaux. L'eau n'est pas loin d'être trouvée. Non, pas du tout. N'est pas loin d'être trouvée. Exact. Alors, je ne vois pas pourquoi on doit aller importer des surgelés. Mais qu'est-ce que vous faites exactement en Zambie? Dans l'agroalimentaire, vous faites quoi exactement? Moi, je suis en train de faire ce que nous appelons l'agroalimentaire. Je suis un grain trader en Zambie. Donc, nous achetons, nous finançons les petits fermiers et nous les rachetons leur production. Okay. Et après, nous identifions les marchés. Si le marché est au niveau local, nous vendons localement. Si nous identifions, par exemple, que du côté Congo, il y a pénurie,
Zimbabwe, nous exportons vers les deux pays. C'est comme ça que nous faisons. Dernièrement, il y avait une forte exportation vers la Chine et l'Inde de soya. Mais c'est la Tanzanie qui avait le marché. On était obligé d'y aller, passer par la Tanzanie. Donc, je prends les soya au niveau de la Zambie, je pars au niveau de la Tanzanie, je vends aux commerçants de là et aussi prennent la marchandise pour la mener vers l'Inde et la Chine. Mais quelles sont les opportunités que notre pays offre dans cette matière-là? Nous sommes les débouchés de nos pays voisins. C'est-à-dire, tout ce qu'elles produisent, ils envisagent notre marché. Vous comprenez? Lorsque vous étiez au niveau de Kasumbalès, il y a les gens qui traversent pour acheter même du piment. Oui, bien sûr. Donc, pour finir, le produit zambien est devenu l'original. Donc, si un produit vient de la Zambie, vous estimez que c'est bien. Vous comprenez? Les gens ont perdu un peu le goût de cultiver et de planter. Vous comprenez? Les gens ont perdu ce goût-là. D'où il faut changer ça. Non, mais qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous demandez? S'il faut aujourd'hui, pour terminer cette émission, mais s'il faut donner un conseil, par exemple, au président de la République, au Premier ministre, au gouvernement, quel type de conseil allez-vous leur donner? Je venais de déposer un document dans ce sens-là auprès à la présidence, comme c'était demandé. Je l'ai fait. Dans ce document, je parlais des systèmes agroalimentaires, des systèmes agricoles, toutes ces choses-là. J'ai parlé de ça. Donc, d'où l'État doit commencer par des petites choses dans les domaines, c'est-à-dire aider les petits fermiers à s'en sortir, leur donner l'information, voire même du climat annuel, du climat de la pluviométrie annuelle, leur renseigner. Ah, donc c'est important quand même. Hein? Chez nous, on le fait. Je viens de recevoir déjà les messages. On nous a dit que non, l'espace Tanzanie, il y aura un problème de pluie. Alors les gens sont conseillés de s'aimer d'eau dès les premières pluies. Vous comprenez? Maintenant, du côté de la Zambie, je ne l'ai pas encore ouvert les documents. Donc, je serai fixé. Donc là, c'est vraiment l'information à temps réel. On vous informe à tout moment. Maintenant, la question du marché, M. Boni. Est-ce que vous pensez qu'au Congo, on peut produire et consommer en même temps? Nous pouvons être notre propre producteur, notre propre marché? Vous savez, si le Congo prend cette histoire avec beaucoup plus de sérieuxité, il y aura beaucoup d'entreprises qui sont dans des pays voisins qui vont migrer vers le Congo. C'est vrai? Oui, qui vont migrer vers le Congo. La problématique, c'est quoi? Si vous faites les activités de fermage au Congo, par exemple, vous cultivez que le maïs, et le maïs par exemple, vous allez récolter. Et directement, vous allez songer d'amener ça au marché. Ok, ce n'est pas bien. Si vous faites ça, ce n'est pas bien. Si tout le monde fait les mêmes mouvements, ce n'est pas bien. Il y aura une spéculation. Les prix vont baisser et les cultivateurs ne vont pas atteindre les seuils de rentabilité. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas recouvrir ce qu'il avait investi. Bon, d'où il faut que l'État d'abord, pour que je puisse être convaincu que l'État est maintenant dans l'agriculture, il faut que je puisse voir les silos. Les quoi? Les silos. C'est quoi? Les silos sont des réservoirs qui aident à conserver le maïs le plus longtemps possible. Ok. Ouais. Tu ne peux pas quand même récolter et amener directement la production au marché, non. Ça doit passer par l'entreposage. Vous comprenez? Il y a les silos et les entrepôts. Donc les entrepôts sont obligatoires pour un pays qui se veut, qui prend l'option agricole. Quand on dit par exemple... Est-ce que les entrepôts ne favorisent pas la concentration des produits ou la rétention des stocks? Non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lorsque je parle de la spéculation, c'est-à-dire, si tous les fermiers font les mêmes mouvements vers les marchés, vous comprenez? Et les consommateurs se vendent devant beaucoup de produits. Les prix vont baisser. Bien sûr. Et vous n'allez pas atteindre les seuils de rentabilité. Les montants que vous avez investis, vous n'allez pas récupérer ça. À cause de l'abondance. Alors, c'est le business. Le farming, c'est le business. Alors, si vous ne faites pas de profit, est-ce que vous allez continuer? Non, pas du tout. Vous allez arrêter. Si j'ai dépensé $500 et que je ne sais pas récupérer les $500, je ne le ferai pas la prochaine fois. Donc, l'État doit protéger au même moment l'agriculteur et l'agroalimentaire doit le protéger. Donc, c'est l'intermédiaire entre la production
et la consommation. Vous comprenez? L'État doit protéger tous les deux. Vous comprenez? Et c'est rassurer que le marché est ravitaillé à tout moment. Et celui qui est en train d'amener le produit au marché n'est pas en train de faire une perte. Vous comprenez? Si quelqu'un fait une perte, ce n'est pas bien. Comment est-ce que vous allez atteindre un grand nombre de millionnaires au Congo si, par exemple, vous ne protégez pas les entrepreneurs? Est-ce que vous pensez aujourd'hui à combien peut revenir ce projet en termes d'argent? Parce que s'il faut acheter des intrants, il faut acheter tout ça, il faut l'identifier, et payer les missionnaires qui vont aller en mission et tout le reste. Tout ça, vous pouvez, dans votre projet, ça peut coûter combien à l'État congolais? À l'État congolais? Non, ça dépend du nombre de fermiers qu'il veut atteindre. Justement. Vous comprenez? Le minimum, c'est combien selon vous? Non, ça dépend de l'État. Si par exemple, on identifie par exemple un nombre, je peux dire 1 million par exemple de fermiers. On dit que non, nous avons 1 million de fermiers. On calcule le nombre d'engrais chimiques. C'est le montant que l'État doit verser. Et à partir de quand l'État peut sentir le retour sur investissement, sur la population? Ça va avoir de l'impact visible directement dans les sociales de la population. Dans combien de temps à peu près? Je peux dire si l'État est trop efficace, il en suffit. Ok. Il en suffit. Par exemple, vous achetez des engrais chimiques. Vous dites que non, cette année, au lieu de faire, par exemple, au lieu que nous puissions faire l'agriculture, nous allons aider seulement les particuliers à le faire à notre place. Et nous allons seulement les aider avec les intrants, par exemple. En ce moment-là, c'est lui qui aura cultivé. Il va se faire un peu de l'argent, il va ravitailler les marchés, il va solliciter les transporteurs, et tout le monde, il y aura un mouvement. Il y aura un mouvement dans les secteurs, vous comprenez? Tout le monde sera content. Vous comprenez? Ça ne peut même pas prendre beaucoup de temps. Quel type de personnes ce commerce, ce business intéresse le plus? Est-ce les jeunes, les parents, ou c'est toute catégorie, tout public? Moi, je peux dire que l'agriculture ne choisit pas. Vous êtes quand même, je peux dire que non, vous observez quand même les mamans maraîchères en train de le faire, tout ça, tout ça. Et il y a de ceux-là qui atteignent même 70 ans en train de faire toujours la même activité. Alors, moi, je trouve que l'État doit s'empresser de le faire. Mais est-ce que les routes sont importantes aussi pour ça? Si. Mais moi, je ne prends pas ça comme élément, une faiblesse. Vous comprenez? Non, parce que nous n'avons pas de route. Parce que c'est ce que les gens disent. Hein. Non, on n'a pas de route pour évacuer les... Vous avez quitté Kasumbalesa, vous avez quitté le Lubumbashi vers Kasumbalesa. Toute cette zone-là est cultivable. Mais vous avez vu combien de fermes? C'est ce qui m'étonne moi aussi. C'est un contraste terrible, même à partir de Kinshasa vers Matadi. Toute cette zone n'est pas cultivable. Pourtant, elle est cultivable, mais elle n'a pas de culture. Et c'est pourquoi moi je suis en train de dire, la route, oui, c'est beau bien de construire des routes, des secteurs agricoles, c'est bien. Mais pour l'espace qui n'est pas enclavé, qu'est-ce que nous en faisons? D'accord. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et si par exemple l'État donne les goûts et favorise les grands fermiers, parce que nous n'avons pas encore un grand nombre de grands fermiers, vous comprenez? Si l'État les favorise, il y a des fois, ils font des routes, ils aménagent des routes eux-mêmes. Si le climat d'affaires est seulement respecté. Il y a un ami qui était venu, il était entré dans les domaines, il commençait à le faire. Dès le jour qu'il avait seulement décidé de couper, de déboiser un peu pour avoir un espace cultivable, il était visité par les agents de l'environnement et arrêté même. Imaginez-vous, un fermier qui vient et dit que non, je commence. Donc tu ne peux pas faire passer les tracteurs là où il y a des arbres. Il faut couper. Il faut couper. Maintenant, vous venez en tant qu'agent de l'environnement, vous arrivez, vous dites non, pourquoi tu n'as pas demandé l'autorisation? On t'arrête. Tu dois payer ça. Mais vous n'avez pas quand même coupé les arbres sans autorisation de l'État. Non, le problème c'est quoi? Lorsque vous vendez une ferme, d'accord. Lorsque vous vendez une ferme à une personne, c'est pour qu'il en fasse quoi? Exactement, c'est pour qu'il il doit déboiser un peu. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de les recadrer. Si par exemple, il a débordé. Il dit que non, monsieur, on ne fait pas comme ça, on fait pas comme ça. Et prends tes documents dans la douceur quand même.
Est-ce que vous pensez que le climat des affaires zambien est beaucoup plus attractif que le climat des affaires congolais? Si. Moi, depuis que je suis en Zambie, c'est seulement récemment que j'ai été visité par des services. Mais à part ça, on ne vous visite pas. Surtout si c'est dans les domaines agro-pastoraux, on ne vous visite pas. Vous êtes en train de contribuer sur le social de la population. Donc, on vous exempte, vous ne payez pas beaucoup de taxes. Alors, donc, si je comprends très bien, le développement de l'agriculture et l'agroalimentaire au Congo est possible. Il suffit juste d'un peu de volonté, de peu de connaissances. Mais est-ce que vous pensez que vous allez rencontrer les chefs de l'État, ou le ministre de l'Agriculture, ou le ministre de, comment on appelle ça, de pêche et l'élevage? Est-ce que vous pouvez le rencontrer, le Premier ministre par exemple, voir avec eux, discuter sur des questions importantes? Je souhaite ça, mais de toutes les façons, c'est lui avec qui on s'était un tout petit peu fixé, c'est lui qui m'avait largement écouté lorsqu'on était en Zambie, c'était l'honorable président Kabound. On avait eu à discuter avec lui, mais je souhaiterais aussi voir le ministre de l'Agriculture. C'est très important. Avec les chefs de l'État, il avait dit que nous allons mettre un cadre dans lequel nous allons commencer à communiquer avec les entrepreneurs congolais qui sont sous d'autres. Vous êtes combien? Vous êtes nombreux là-bas? Non, dans les domaines agroalimentaires. En tout cas, je trouve que c'est moi presque. Vous êtes le seul. D'autres sont des petits agriculteurs et agroalimentaires. Ah, vous êtes les géants là-bas? Nous sommes parmi les gens qu'on respecte un peu. D'accord. Et c'est une fierté d'avoir des Congolais qui excellent et qui font bien le travail là-bas. Vous avez changé la nationalité? Non, pas encore. Ah, vous avez gardé votre nationalité. Ouais. Et quand on parle de ferme, disons, des agroalimentaires là-bas, on parle de vous aussi? Si. Pour le moment, je suis un exemple, même pour les Zambiens. Je suis un exemple, je suis dans les Grain Traders Association of Zambia. Donc, c'est-à-dire, nous faisons partie des agroalimentaires. Vous êtes vice-président? Non, là, je suis qu'un membre simple. Un membre simple. Et vous êtes vice-président de la fédération UDPS Zambie. Ah, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Boni. C'était un grand plaisir pour moi. Je crois qu'on va revenir avec vous pour parler d'autres questions beaucoup plus principales, sur beaucoup plus importantes. Vous êtes au Congo encore pour longtemps? Non, je devais rentrer d'ailleurs demain. Ouais. Malheureusement, ce dont j'étais venu faire, je n'ai pas encore terminé. Je pourrais rentrer peut-être le vendredi. Espérons qu'on aura encore le temps de vous voir et pour passer à autre chose, pour discuter encore. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était Monsieur Boni. Je rappelle qu'il est dans le monde des affaires, un entrepreneur florissant depuis beaucoup d'années, depuis 2004 qu'il a quitté la RDC, avec seulement $1 500, mais il a réussi quand même à faire son nom et à inscrire son nom dans la respectabilité zambienne. Et aujourd'hui, il fait l'honneur de partager ses connaissances avec nous, le peuple congolais. Et je suis convaincu que si on suit son exemple et qu'on essaie de faire comme lui, on va quitter cette affaire d'exportation des cafés, alors que vous avez les cafés chez vous. On ne va plus exporter le poisson, parce qu'il a même dit que en Zambie, on importe aussi le poisson, comme ici. Mais ça n'a pas un impact, parce que d'abord, eux-mêmes, les Zambiens, injectent sur le marché une quantité importante de poissons qui n'ont pas à envier les poissons de l'extérieur. Alors que chez nous, c'est l'inverse totalement. Messieurs et dames, merci beaucoup de prendre conscience de ce qu'il dit. Et on va se retrouver très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa,
en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tuine uso, sizo binois, daimana shido tweneleye, na kinyama na piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyama na Congo. Toye mali, toye molonde ne ya lisa.